À Darrois, aligné 09, je décolle pour un vol à destination de Briard. Bombi TV se trouve toute la semaine en reportage spécial à l'aéroclub de Darrois. L'occasion de vous faire découvrir le club, les avions et leurs pilotes. Retrouvons tout de suite le président du club, Jean Viasek, à qui nous avons posé quelques questions. Bonjour, eh bien, je m'appelle Jean Viasek et je suis président de l'aéroclub de la Côte d'Or. Nous sommes à Darrois sur l'aérodrome. Quel est votre rôle à l'aéroclub? Le rôle d'un président est déjà chargé d'animer le conseil d'administration, donc de tirer les grands axes pour le développement et le fonctionnement de l'aéroclub. Il est responsable en fait de l'activité aéronautique et en même temps nous sommes gestionnaires de l'aérodrome. Donc gestionnaire, ça veut dire qu'on a en charge le suivi, l'entretien de la plateforme et le respect de la réglementation. Alors l'aéroclub, eh bien, il est né, ça fait un petit peu plus de 90 ans, à Longwy. C'était à l'initiative des aviateurs militaires qui, à l'époque, volaient la journée. Mais en plus, ont créé un club pour voler pendant leurs loisirs, le soir, le week-end, les jours fériés. Il y avait même ce qu'on appelle le clubhouse. C'est la maison du club qui était au rez-de-chaussée de la tour de contrôle actuelle. Il y a quelque part une céramique qui rappelle que l'aéroclub a été à Longwy, donc depuis les années 1923 jusqu'en 1956-57. Et à l'époque, il y avait un salarié de l'aéroclub qui était chef pilote et qui s'appelait Pierre Robin. Et le conseil d'administration lui a demandé de trouver un terrain éventuellement de substitution parce que lorsque les premiers avions à réaction sont arrivés, c'est-à-dire les Vampires, les avions de l'aéroclub ne pouvaient voler que le soir ou le week-end, parce qu'ils n'avaient pas tous la radio. Donc, ce qui a restreint beaucoup l'activité. Donc le chef pilote de l'époque, il a essayé de trouver un endroit où on pouvait se poser sans problème, pas trop loin de Dijon. Et à cette époque-là, il y a 70 ans, on se posait dans un champ, on repartait, ça ne posait aucun problème. On faisait même des baptêmes de l'air dans la nature. Donc, il a trouvé un premier site qui était à côté d'Hauteville, mais qui n'a pas été agréé par le ministère des Transports de l'époque, la direction de l'aviation civile. Et il en a recherché un autre. Puis il atterrit sur un espace qui était relativement plat, assez loin du village qui était Darrois. Et donc ce terrain-là convenait parfaitement, il a été homologué. Et donc il a été créé ici un aérodrome à l'initiative de l'aéroclub, avec des hangars récupérés auprès de l'armée de l'air, un clubhouse, il y avait une station-service pour se ravitailler en carburant et pouvoir même louer une voiture pour descendre en ville. Et cet aérodrome a été inauguré en mai 1957. Ensuite, donc là, il y avait une piste en herbe essentiellement et à Darrois, il y avait à peu près 33 habitants. Au fil du temps, l'aérodrome a grandi. Pierre Robin a quitté l'aéroclub et puis comme il était très bon aviateur, il avait gagné des rallyes importants, s'était fait remarquer dans le monde aéronautique et en plus ce qu'il aimait c'était dessiner et concevoir des avions. Et il s'associait avec un certain Delmontes et ils ont créé des avions qui s'appellent les Robins. Ceux qu'on a ici à Elbas, là, ils sont fabriqués ici, ils portent d'ailleurs quelque part le nom de Robin, c'est le nom du constructeur, donc Pierre Robin. C'est au sud de la route, vous pouvez voir les usines actuelles. En 1987, on a pu créer la piste en dur, qui finalement était plus de confort parce qu'elle était utilisable toute l'année. Une piste en herbe, il y avait des cailloux qui se projetaient. Quand c'était mouillé, quand il y avait l'hiver, de la neige, c'était plus difficilement praticable. Une piste en dur, c'est beaucoup plus confortable et ça abîme moins les machines. Donc ça a été inauguré en 1987. En 2000, on a créé le clubhouse là dans lequel vous êtes arrivé, c'est la maison du club. Aujourd'hui, l'aéroclub forme essentiellement des pilotes en ULM ultra léger motorisés. Et ces ULM, ils répondent à un mode de fonctionnement un peu particulier, mais on pratique cette activité à l'aéroclub. On fait de la formation en avion et de la formation en hélicoptère. On fait du perfectionnement en voltige, en patrouille, en vol à montagne, vol de nuit, et vol aux instruments, c'est-à-dire voler quand on ne voit pas ou quand on est dans les nuages.
Alors l'activité de l'aéroclub, c'est à peu près la moitié des heures qui sont faites en formation à l'école. Les jeunes qui effectivement apprennent à piloter. Je peux poser une question moi aussi. Est-ce que vous savez à quel âge on peut être lâché tout seul dans un avion? Qui est-ce qui connaît la réponse? Quel âge? 15 ans. Et à quel âge on peut avoir un brevet de pilote complet et circuler dans le monde entier si on parle anglais? À quel âge on peut avoir un brevet de pilote et emmener des passagers? 17 ans. À 17 ans, on peut prendre la responsabilité d'emmener des passagers dans le monde entier si on parle anglais, parce que si on a son brevet de pilote. Vous voyez? Et enfin, à 18 ans, on peut conduire une voiture. Je pourrais dire que l'aviation, c'est pas compliqué du tout. Et sinon, il y a des gens qui volent pour leur plaisir, comme ça. Comme certains conduisent une voiture, vous voyez, il y a les inconditionnels des transports en commun, ceux qui prennent le bus ou le tram, c'est sympa. Puis il y a d'autres, ils préfèrent conduire. Des fois, un jour on prend le tram, mais des fois on prend sa voiture, ça a autre chose à faire. On ne prend pas forcément le train ou le bus. Et des gens qui ont appris à conduire, qui ont leur permis, ont la liberté d'aller où ils veulent. L'aviation légère, c'est un peu pareil. Ceux qui veulent se déplacer pour leur loisir, pour leur métier, pour ce qu'ils veulent, peuvent apprendre à piloter. Après, l'espace aérien est à nous. Alors, moi, je suis pilote privé, pilote professionnel, qualifié vol en montagne. Donc, j'adore l'aviation, bien sûr. Je pilote depuis 37 ans. Je n'ai pas mon propre avion. Je pilote essentiellement au club, puisque je défends l'aviation d'Aéroclub. Pourquoi je n'ai pas mon avion? Quand on a son avion, effectivement, c'est un peu comme sa voiture personnelle, on peut la bichonner, il est toujours à sa disposition, il a un soin, etc. Mais on pilote un seul type d'avion. Ici, on a l'aviation partagée. C'est-à-dire qu'un jour, si je veux prendre cet avion-là, ou un autre, etc., j'ai le choix entre tous les avions du club. Et en fonction des gens que j'ai emmenés, c'est en fait plus d'expérience, c'est plus effectivement de qualification si on veut, mais c'est un plaisir différent en fonction des machines qu'on veut piloter. Je peux changer de machine assez souvent. Alors, à l'aéroclub, c'est une association, bien sûr. Il y a 4 personnes qui y travaillent, 4 personnes salariées. Sinon, il y a beaucoup de bénévoles. Au club, il y a 240 adhérents et il y a beaucoup de travail qui se fait aussi par les bénévoles. Moi-même, je suis bénévole, je ne suis pas payé. Il y a les gens du conseil d'administration, ils sont 12. Ils travaillent pour le club, pour faire avancer les choses. Ils ont un métier par ailleurs, ils n'en vivent pas, donc ce sont des bénévoles. Quand on fait certaines activités, l'entretien de la piste, etc., eh bien, effectivement, ce sont des gens qui donnent de leur temps pour que ça marche. Comme ça coûte moins cher de pouvoir voler et on peut essayer de faire de l'aviation pour tout le monde. Alors, les salariés, il y a Véronique, que vous avez vu, qui s'occupe de l'accueil, du secrétariat, un peu de la gestion. Elle est salariée à temps plein. On a un responsable de la maintenance, un mécanicien, celui qui s'occupe de toute la maintenance en état de vol des avions. Lui, il peut démonter un avion comme ça, comme un briquet, complètement, tout désossé, enlever le moteur, tout. Il sait faire, et il peut le remonter et ça marche. Quand on fait ce qu'on appelle une grande visite, on enlève tout. Un moteur d'avion est révisé toutes les 2400 heures. Régulièrement, chaque avion est entièrement désossé, pièce par pièce, par le mécanicien pour s'assurer qu'il peut toujours voler en toute sécurité. Toutes les heures de vol sont notées sur des livrets d'aviation. Donc le mécanicien, lui, il a une longue expérience, il peut entretenir les avions, il peut tout faire. On a aussi une instructrice. C'est une femme qui a fait l'école de l'aviation civile, qui attend pour aller sur les gros avions, pour aller à Air France par exemple. Et on a une 4e personne qui s'occupe de l'entretien des locaux. Elle est à temps partiel, elle fait quelques heures par semaine. C'est pour nettoyer la maison du club, qu'elle soit propre et accueillante pour tout le monde. Il y a 2 pistes sur l'aérodrome de Darrois. Une piste en dur qui fait 800 mètres de long sur 20 mètres de large et une piste en gazonné qui fait 800 de long sur 100 de large. Alors sur ces pistes-là peuvent atterrir des avions légers bien sûr, des avions multimoteurs, donc des bimoteurs. Et ce qui atterrit souvent ici, parce qu'on a à côté des avions de collection, on a ce qu'on appelle des warbirds, autrement dit, des avions de chasse de la dernière guerre mondiale. Sur la plateforme, à l'origine, en 1957, il y avait l'aéroclub et l'aéroclub, rien que l'aéroclub. Et l'aéroclub avait acheté la piste et avait les terrains aux alentours. Sur la douzaine de hangars du site, seuls les 2 premiers appartiennent à l'association de l'aéroclub et abritent les avions du club. Maintenant, sur l'aérodrome, comme on a cédé du terrain pour que d'autres puissent venir s'installer, il y a tout un pôle aéronautique. Il y a des constructeurs d'avions, donc au sud de la route, il y a les avions romains, là, peut-être une quinzaine d'avions chez eux en construction ou en entretien. Ici, nous en avons 10 avions, 2 ULM, un hélicoptère, donc ça fait 13 machines.
Et puis après, sur le reste de la plateforme, en tout, il y a peut-être une 50aine d'avions. Il y a aussi des hangars privés où les avions sont garés. On a un atelier de maintenance, aéro-restauration service qui entretient des avions anciens de collection ou des avions modernes. Donc il y a une multitude d'avions ici qui sont garés, mais seuls ceux de l'aéroclub sont garés ici et nous appartiennent. Mais tout ce qui vole à Darrois ne nous appartient pas. Un pilote, quand il va décoller, il est heureux. Il est concentré, il est attentif, il est vigilant. C'est pas la même chose. Mais il sait qu'il va prendre l'air, comme on dit. Donc un pilote, comme tous les avions du monde, c'est le moment d'exaltation où effectivement l'avion va décoller. Donc ils sont extrêmement concentrés parce qu'il faut que ça se passe bien. Parce que la phase où l'avion est le plus vulnérable, que ce soit un avion de ligne ou un avion léger, c'est le moment du décollage. Parce que c'est le moteur qui fait l'action principale. Et si le moteur a un problème au décollage, il faut réagir très rapidement. Par contre, une fois que l'avion est déjà haut, bon, plus on est haut, plus on a de la sécurité, parce que tous les avions du monde planent. Donc un avion de ligne, comme un avion léger, ben, dans les premières minutes, il va essayer de gagner le plus d'altitude possible. Une fois qu'il est haut, on a le temps de voir venir, on a le temps de faire des choses, on est plus à l'aise. Mais la phase critique, c'est quand l'avion quitte le sol. Par contre, c'est un moment d'exaltation, parce qu'on fait tout ce qu'il faut faire quand il faut rentrer les trains pour certains avions, rentrer les volets, rentrer les pompes, etc. Il y a des actions à mener pour que l'avion accélère, et il faut que ça se fasse en parfaite sécurité. Donc il faut être concentré et vigilant. Par contre, pas peur, parce qu'un pilote qui, le jour où il doit voler, s'il n'est pas bien dans sa peau, s'il est un peu malade, s'il a mal à la tête, s'il sent qu'il n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il faut avoir envie d'y aller et être capable de dire « je vais y aller, ça va marcher, ça va réussir ». Et il n'y a rien à l'intérieur de moi-même qui m'empêche d'y aller. Traditionnellement, dans un avion comme celui-là, le pilote se met à gauche et les passagers à hauteur de 3 sont répartis à côté et derrière, avec un peu de bagage sur l'arrière. Alors, pour piloter cet avion, donc, en partie basse, on a ce qui permet de démarrer le moteur. Donc on a la batterie, on a les éléments qui constituent le moteur, l'ouverture des réservoirs et le démarreur. Et à partir de là, on peut mettre en route. Une fois que c'est mis en route, on a ici des paramètres de navigation et de communication. Donc on a les radios, on a le GPS, ce qu'on appelle le transpondeur, qui permet avec un code de se faire identifier sur dans l'espace aérien et d'être suivi et d'être intercalé au milieu des autres avions. Quand on traverse Longwy, par exemple, il est bon de savoir très précisément où on est parce qu'il y a des avions et des avions de chasse qui peuvent être dans la zone ou en approche ou au décollage. Et ici, on a des instruments qui permettent de se positionner dans l'espace. Donc là, on a un altimètre. Alors, comme au temps de diligence, il est en pied, parce que tout le monde sait combien ça mesure un pied. C'est en gros 30 cm. Mais ça, c'est pour faciliter les calculs, vous voyez. En aviation, comme dans la marine, eh ben, ça fonctionne comme au temps des diligences. Là, on est à peu près à 1600 pieds. Donc on est à 480 mètres environ d'altitude. On a ce qu'on appelle le badin qui indique la vitesse. La vitesse, souvent, elle est en nœud. Un nœud, c'est issu de la marine, c'est 1852 mètres. C'est pour se faire des nœuds dans le cerveau. Bon, on a l'habitude de travailler avec ça, mais on ne convertit pas à chaque fois, sinon ça ne sortirait plus. On sait 100 nœuds, ce que ça représente, ou 120 nœuds, c'est 100 et 120 nœuds, c'est la vitesse de nos petits avions. Donc on sait se repérer là-dessus. On a l'horizon artificiel, c'est quand on passe sur l'eau, quand on fait du vol de nuit ou dans les nuages. Le compas, là ici on a une boussole, mais en l'air elle est très fugace, elle bouge tout le temps. Donc elle sert pour le réglage au sol. Et là on a un compas qui a asservi avec un gyroscope, donc il est beaucoup plus stable et plus lisible pour naviguer et tenir un cap en l'air. Ici on a le variomètre qui indique si on est en montée ou en descente. Puis ici, on a un instrument de navigation qui est un VOR. Là, il y a des balises sur le terrain, comme à Longwy, par exemple, et on peut savoir quel cap il faut prendre pour aller sur Longwy ou par rapport à Longwy. Et en plus, l'instrument moderne ici, c'est le GPS, donc qui donne la position du terrain et notre position, la position de l'avion par rapport au terrain.
Ça, c'est extrêmement précieux pour ne pas se perdre. Mais j'indiquais ici le transpondeur. Il y a un code 7000 qui est le code des avions légers de l'aviation générale, et on sait que c'est un avion d'aviation générale qui est dans l'espace aérien. Quand on veut traverser une zone particulière, on lui donnerait un code particulier. Par exemple, quand on vit, on donnerait un code 12 et quelques, vous voyez, si je le mets là. Vous voyez, pour mettre le code, voilà, on ferait comme ça. J'en reviens au VFR, on est à 7000. Voilà. Donc un avion comme ça vole à peu près à 120 nœuds, c'est-à-dire à 215, 220 km/h. Et l'avantage, c'est que ça vole en ligne droite. Donc le point le plus éloigné de France, que ce soit Biarritz, un peu plus bas que Biarritz ou Brest, c'est en gros à 3 heures de Dijon. On est en frontière suisse en 40 minutes et on est à la Méditerranée en 2h20 à peu près. Voilà. Donc un avion comme ça permet de voyager donc, même aux environs de Dijon où on peut aller très loin. Nous espérons que ce reportage vous aura permis d'en savoir plus sur l'aéroclub de Darrois. Bon vol alors!